Bonjour, chers téléspectateurs de la chaîne RTVE et en particulier les fanatiques de la rubrique de Thomas Congo. Nous vous remercions de votre présence et nous nous excusons pour le retard à cause des problèmes techniques et des embouteillages. Aujourd'hui, nous continuons notre feuilleton à plusieurs... voilà. Aujourd'hui, nous parlerons de vitamines pro-oculaires, c'est-à-dire qui sont utiles pour les yeux, et du cholestérol. Nous commençons d'abord par un petit mot sur le cholestérol. Planche 2, pardon. Planche 2. Rôle du cholestérol dans le corps. Planche 2. Nous ne recherchons souvent que l'hypercholestérolémie, comme sans douter qu'il existe aussi une hypocholestérolémie. Il y a même des laboratoires qui ne font aucune mention de leur valeur normative inférieure, c'est-à-dire la limite inférieure pour le cholestérol. Planche numéro 3. J'ai une fois reçu pour un bilan de fond d'œil, une patiente d'une cinquantaine d'années avec corpulence moyennement grasse, qui avait une légère insuffisance rénale. Planche numéro 4. Comme par enchantement, j'ai quand même songé à lui faire un dosage du cholestérol et à la réception des résultats, mon logiciel d'analyse des résultats de labo a détecté que le taux de tous ces différents cholestérols était très bas, avec ou sans lien avec son insuffisance rénale. Planche numéro 5. Si on s'était contenté de la limite supérieure des différentes formes de ces cholestérols, son hypocholestérolémie allait passer inaperçue. Je ne me suis pas enquis par la suite de l'évolution de son état, ni en particulier de son insuffisance rénale débutante. Planche numéro 6. Rappel sur les différentes formes du cholestérol. Nous devons rappeler d'abord que le cholestérol est une molécule unique. Toutes les formes là qu'on dit VLDL, HDL, ceci, c'est là, VLDH, ce sont des véhicules d'hypoprotéines qui véhiculent le cholestérol. Par exemple, le HDL véhicule le cholestérol de la périphérie, c'est-à-dire des zones où le cholestérol est utilisé, vers le foie pour être détruit ou bien pour être débarrassé vers la bile. Et le VLDL transporte le cholestérol à partir du foie jusqu'à la périphérie. Mais tous contiennent seulement le même cholestérol, exactement le même cholestérol dans leur sein. Eux, ils ne servent que de véhicule. Bon, donc la planche numéro 6, nous sommes en planche numéro 6. Nous rappelons donc les différentes formes d'existence du cholestérol. Il y a le cholestérol total, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce cholestérol. Il y a le LDL, le HDL et les HDL 1 à 4, et le pré-bêta HDL ou le VDL et VLDL 1, 2, B et P2. Les cholestérol alpha, bêta, les cholestérol VHDL, les cholestérol IDL, les cholestérol LDL oxydé, le LDL 1, le pré-bêta 1, 3, cholestérol libre, cholestérol estérifié, etc. Tous ces véhicules transportent exactement le même cholestérol. Planche numéro 7. Revenons-en au cholestérol. Outre sa conversion en vitamine D, donc le cholestérol s'est converti en vitamine D. Il s'est converti en vitamine D, en hormones sexuelles, sa participation dans la formation des membranes plasmiques et de celles biliaires. Le cholestérol a plusieurs autres utilités importantes dans l'organisme. Planche numéro 8. Il est un précurseur des hormones stéroïdes, incluant non seulement les hormones sexuelles, l'oestrogène, testostérone, progestérone, mais aussi les glycocorticoïdes, les cortisol, les cortisones, etc. et les minéralocorticoïdes, par exemple l'aldostérone. Le cholestérol participe à la synthèse des acides biliaires qui sont essentiels pour la digestion et l'absorption des graisses ainsi que des vitamines liposolubles comme la vitamine A, D, E et K. Planche numéro 9. Dans le cerveau, le cholestérol est crucial pour la communication intercellulaire, synapses et la formation de la gaine de myéline qui isole et protège les fibres nerveuses, contribuant ainsi au développement cérébral. La gaine de myéline accélère aussi la transmission nerveuse. Il joue un rôle dans la régulation de la douleur inflammatoire en modulant le message nociceptif. Le cholestérol agit comme un antioxydant dans le cerveau, protégeant contre le stress oxydatif. Planche numéro 10. Il est impliqué dans la libération, donc le cholestérol est impliqué dans la libération d'insuline par les cellules bêta du pancréas, influençant ainsi le métabolisme du glucose. Dans la peau, il favorise la synthèse de la profilagrine, une protéine clé pour la barrière cutanée qui protège contre les infections bactériennes et prévient la perte d'eau. La profilamine, c'est une protéine essentielle de la peau. Elle est transformée en filagrine pro, c'est-à-dire
qui précède quand il se convertit, il devient cette molécule-là. Donc, la profilgamine est transformée en filaggine, qui est une structure hydratante de la barrière cutanée. Les défauts génétiques entraînent une fragilité cutanée et maladies dermatologiques fréquentes. Planche numéro 11. Le cholestérol est également précurseur de la coenzyme CoQ10 et de la DHEA, d'autres molécules vitales pour l'organisme. Planche numéro 12. Les coenzymes Q10, aussi appelées ubiquinone, est une substance semblable à une vitamine que l'on trouve naturellement dans presque toutes les cellules du corps humain. C'est pour cela qu'on l'appelle ubiquinone, parce qu'il est ubiquitaire, c'est-à-dire qu'il se trouve partout. Donc, le cholestérol joue aussi un rôle crucial dans la production d'énergie cellulaire. Planche numéro 13, rôle principal du coenzyme Q10. La production d'énergie, ATP. Le CoQ10, coenzyme Q10, est un cofacteur clé dans la chaîne respiratoire mitochondriale, où il participe à la production d'ATP, adénosine triphosphate, la principale source d'énergie pour les cellules. Le coenzyme CoQ10 était aussi un antioxydant puissant. Il protège les cellules contre le stress oxydatif en neutralisant les radicaux libres, contribuant ainsi à la protection des membranes cellulaires, de l'ADN et des lipides. Planche numéro 14. Le coenzyme CoQ10 a un rôle de soutien cardiovasculaire. Le CoQ10 est essentiel pour le bon fonctionnement du cœur, un organe qui consomme beaucoup d'énergie. Vous savez que le cœur bat à tout moment, de la naissance jusqu'à la mort. Il peut aider à améliorer la fonction cardiaque et est parfois utilisé comme complément dans l'insuffisance cardiaque ou pour atténuer les effets secondaires des statines, médicaments contre le cholestérol. Planche numéro 15. Le CoQ10 a aussi un rôle de soutien au système immunitaire. En tant qu'antioxydant, il soutient les défenses naturelles de l'organisme et peut contribuer à renforcer le système immunitaire. Le CoQ10 joue aussi un rôle dans le ralentissement du vieillissement cellulaire. La concentration de CoQ10 diminue avec l'âge et sa supplémentation peut aider à maintenir la vitalité cellulaire et retarder certains effets liés au vieillissement. Planche numéro 16. On a vu que le cholestérol est aussi précurseur de DHEA qui est de hydroépiandrostérone. On avait vu que c'est un précurseur des hormones stéroïdiennes et des hormones sexuelles. Donc, le DHA est une hormone stéroïdienne produite principalement par les glandes surrénales, mais aussi en plus petite quantité par les ovaires chez la femme et les testicules chez l'homme. Planche numéro 17. La DHEA est un précurseur hormonal. Elle est convertie dans l'organisme en d'autres hormones sexuelles, notamment en oestrogène, hormone féminine, et en androgène, hormones masculines comme la testostérone. Planche numéro 18. En résumé, le cholestérol est indispensable non seulement comme composant structural des membranes cellulaires, mais aussi comme précurseur de nombreuses hormones, cofacteurs et molécules impliquées dans la digestion, la protection cellulaire, la fonction cérébrale, la régulation hormonale, la réponse immunitaire et la santé de la peau. Le cholestérol joue un rôle très important dans la membrane cellulaire. Il joue un rôle très important dans le développement du cerveau et du système cérébral central. Chez surtout les petits enfants qui viennent de naître, les nouveaux-nés jusqu'à un certain âge, là, le cholestérol est très indispensable pour le développement de leur cerveau. Planche numéro 19. Rôle du cholestérol dans le corps. Le cholestérol n'est donc certes pas un ange absolu, mais aussi il est loin d'être un démon absolu. Comme toujours, tout excès nuit. Planche numéro 20. On entre maintenant dans les vitamines ayant une importance pour les yeux et leur rôle pour les yeux. Planche numéro 21. Les vitamines jouent un rôle crucial pour la santé des yeux. Rappelons d'abord que toute vitamine est périmée devient antagoniste de la vraie vitamine. Il faut donc éviter la consommation des vitamines périmées. Voici quelques-unes des plus importantes vitamines et leurs fonctions spécifiques pour les yeux. Planche numéro 22. On commence par la vitamine A. Son rôle est essentiel pour la vision nocturne et diurne et la santé générale de la rétine. Elle aide à la production de pigments visuels qui est utile aux photopsines dans les photorécepteurs vers l'œil. On avait vu que la vitamine A se combine avec les opsines pour former les pigments visuels. Dans les cônes, elle forme la rhodopsine qui est essentielle pour la vision nocturne. Mais elle joue aussi un rôle dans
dans la production des photopsines qui sont nécessaires pour la vision diurne. Mais les rhodopsines, les cônes, les rhodes en anglais, les cônes sont beaucoup plus sensibles au manque de vitamine A parce que les bâtonnets sont plus sensibles au manque de vitamine A parce que les cônes, eux, sont protégés encore par les cellules de Miller qui leur servent de cellules de soutien et des cellules nutritives. Donc, quand il y a un déficit de vitamine A, ça commence à se sentir d'abord par la vision nocturne. Donc, la vision nocturne devient difficile, les gens ne voient plus quand la lumière est faible, mais la vision diurne, la vision à forte lumière est conservée pendant un temps. Et jusqu'à ce que quand la vitamine A est vraiment presque complètement, comment dirais-je, manquante, alors à ce moment-là même la vision de loin commence à devenir problématique, la vision diurne devient problématique et on engage dans la cécité presque absolue. Donc, on reprend. Les rôles essentiels pour la vitamine nocturne et diurne et la santé générale de la rétine. Elle aide à la production des pigments visuels utiles aux photopsines dans les photorécepteurs de l'œil. Son déficit provoque la sécheresse oculaire, xérophthalmie et dans les cas graves, la cécité nocturne, puis la cécité totale. Les sources de la vitamine A, c'est très important parce que il faut manger, il ne faut pas chercher toujours à prendre les vitamines avec des suppléments et tout ça. Il y a des aliments qui contiennent toutes ces vitamines, il suffit de bien les manger parce que ces vitamines sont déjà équilibrées naturellement. C'est mieux que les vitamines qui sont apportées pharmaceutiquement, qui sont par exemple diminuées de certaines choses. Par exemple, la vitamine A pour bien agir, la vitamine C pour bien agir a besoin de la rutine. Cette rutine, on trouve ça dans tous les fruits qui contiennent la vitamine C. La vitamine C sans la rutine n'a aucun effet. Même si vous injectez des tonnes et des tonnes, elle ne donnera pas l'effet thérapeutique. Pour qu'elle agisse, il faut la présence de la rutine qui est contenue dans les fruits qui contiennent la vitamine C. C'est comme ça que c'est mieux d'avoir l'apport de vitamines de façon naturelle avec les fruits, les légumes qui contiennent ça parce que ça vous apporte aussi d'autres éléments qui sont nécessaires à l'utilisation de ces vitamines. Si on prend par exemple l'exemple de l'huile de palme, l'huile de palme contient des procarotènes, des provitamines A, des carotènes et tout ça. Mais l'huile de palme a aussi d'autres vertus qu'elle est naturellement équilibrée. C'est la seule huile au monde qui soit vraiment naturellement équilibrée. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une huile équilibrée? Elle doit contenir par exemple 30% des acides gras polyinsaturés, 30% des acides gras saturés et 30% des acides gras monoinsaturés. Seule l'huile de palme contient ces histoires de façon appropriée. Si vous voulez des alimentations artificielles avec des huiles artificielles, vous devez vous-même équilibrer ces histoires-là. Donc, on reprend un peu ici les sources de la vitamine A parce que c'est très important pour pouvoir avoir la vitamine A de façon naturelle. Il y a les légumes et les fruits oranges, les carottes, planche numéro 22. Les carottes, les patates douces, les mangues, les melons. Et il y a l'huile de palme, les épinards, les produits animaux comme le foie, l'œuf, lait et produits laitiers. Planche numéro 23. Classification OMS des stades de vitaminose A. Quand la vitamine A n'est pas suffisamment absorbée pendant une certaine période, les réserves s'épuisent et on commence à entrer dans la déficience, de la pénurie. Donc, il y a une classification de l'OMS pour classifier les stades de la vitaminose A, c'est-à-dire du manque de la pénurie de la vitamine A. Le stade XN, le stade normal, c'est la vision normale, la réserve normale de la vitamine A dans le sérum et doit être supérieure à 0,70 microlitres par seconde dans le sang. En dessous de 0,70 microlitres dans le sang, c'est déjà une déficience. Alors là, on commence à entrer dans les symptômes de la vitaminose A, donc le manque de la vitaminose A. On commence par le stade X1A, qui est la xérophthalmie nocturne. C'est-à-dire problème de la vision nocturne, mais aussi la sécheresse conjonctivale et cornéenne. Le stade X1B, il y a la xérose conjonctivale. Une sécheresse beaucoup plus avancée. Stade X1A, il faut parler de héméralopie, vespéralopie, qui est une difficulté de la vision nocturne, c'est-à-dire la vision crépusculaire et la vision nocturne. Phase stade X1B, la xérose conjonctivale, c'est-à-dire la sécheresse de la conjonctive qui se prolonge. Quand ça s'aggrave beaucoup plus, ça entame la cornée. Là, on a dans la phase stade X2, qui est la xérose cornéenne. Stade X3, la sécheresse commence à provoquer des ulcérations cornéennes. Et ces ulcérations peuvent s'infecter. Et déjà, l'ulcération elle-même est un facteur d'une mauvaise vision, donc un facteur de cécité. Et quand ça s'infecte, ça peut perforer, ça peut faire beaucoup de choses et on peut perdre l'œil. Donc, il y a deux sources de perte de vision à cause du manque de la vitamine A. Il y a d'abord le manque de la vitamine A et puis les conséquences, le manque des photorécepteurs et il y a aussi la perforation au niveau des dégâts au niveau de la cornée et surtout la perforation. Dans le stade X4,
cicatrice cornéenne, kératomalacie cicatricielle. Là, ça empêche encore ce qu'on appelle le coma. Ça empêche encore plus le passage des images dans l'œil et ça aggrave la cécité. Planche numéro 24, le stade XN normal. Vision normale, réserve normale. Description, pas de signes cliniques. Examen oculaire, vision normale même en lumière faible. Vitamine ACX supérieure à 0,70 microlitres par litre. Planche numéro 25, le stade X1A, exérophthalmie et problème de vision nocturne. Cécité nocturne, nyctalopie. Description, l'enfant ou l'adulte ne voit pas bien dans la pénombre. Signe subjectif de cette déficit au stade X1A, la personne rapporte une difficulté à voir la nuit, ou même quand il y a coupure de courant la nuit, alors il ne peut pas voir le meuble, il connaît le meuble, des histoires comme ça. Important chez les enfants âgés de 24 à 70 mois et les femmes enceintes. Bon, planche numéro 26, stade X1B, zérose conjonctiva, c'est-à-dire sécheresse de la conjonctive. La cornée n'est pas encore entamée, la cornée est encore bien lubrifiée, bien humidifiée, mais la conjonctive commence à sécher. Description, sécheresse et perte de brillance de la conjonctive bulbaire. Examen, l'œil est terne avec des zones sèches sur la conjonctive, souvent au niveau du limbe. Signe objectif peut être observé par un personnel formé. C'est comme ça qu'il faut toujours consulter des personnels qualifiés pour qu'on découvre des histoires que tout le monde ne peut pas encore voir, mais que lui peut déjà voir, comme ça, il peut déjà intervenir, commencer à soigner assez tôt. Planche numéro 27, le stade X2, xérose cornéenne, c'est-à-dire la sécheresse commence déjà à attaquer la cornée. Description, sécheresse étendue jusqu'à la cornée. Aspect, cornée opaque, terne, pouvant présenter des plis. Évolution possible, c'est vers l'ulcération cornéenne si elle n'est pas traitée. Planche numéro 28, stade numéro X3, ulcération de la cornée, sous-catégorie de X3 là, X3A, ulcération limitée à une partie de la cornée, X3B, ulcération étendue ou perforation de la cornée. On avait dit que quand la vitamine A manque pendant très longtemps, on peut arriver à la perforation qui elle-même déjà est une cause de la cécité, et puis elle peut s'infecter, elle peut même entraîner la mort parce que la perforation peut s'infecter et provoquer des septicémies, la septicémie, tout ça qui est très important, très dangereuse pour la vie. Les conséquences au stade X3, c'est-à-dire ulcération cornéenne. Le risque est élevé de cécité permanente si elle n'est pas traitée rapidement. Au stade X4, planche numéro 29, cicatrice cornéenne, kératomalacie cicatricielle. Description, l'ulcération a guéri, mais a laissé une cicatrice blanchâtre sur la cornée, ce qu'on appelle le coma. Les résultats, vue réduite, dont la vision est réduite ou perdue de manière permanente. La cause fréquente de cécité dans les régions à carence en vitamine A, c'est quand la vitaminose A arrive au stade X4. Planche numéro 30. Ci-dessus, nous avons vu que la valeur seuil de la vitamine A dans le sang doit être supérieure ou égale à 0,70 microlitres par litre. Qu'est-ce qu'une mole? Parce que là, on a parlé de micromole. On va expliquer ce que c'est qu'une mole. Une mole est liée au nombre d'Avogadro. On avait déjà parlé de ça dans les émissions précédentes. C'est lié au nombre d'Avogadro comme suite. Nombre d'Avogadro, qu'on peut abréger aussi par L, c'est 6,022 140,76 multiplié par 10,23. C'est-à-dire 6022, tout. Après le 6 là, il y a 23 autres chiffres. Donc après les 6022, 140,76, il y a d'autres zéros pour faire au total 23 chiffres après le 6. C'est ça le nombre d'Avogadro. Ce qui signifie que, par exemple, quand vous avez 12 grammes de carbone dans votre balance, ces 12 grammes-là correspondent à un nombre d'Avogadro atomes de carbone. C'est-à-dire 6, fois 10,23 atomes de carbone. Si c'est de l'eau, par exemple, quand la masse moléculaire de l'eau, c'est 18, si vous avez 18 grammes d'eau, c'est-à-dire vous avez un nombre d'Avogadro de molécules d'eau avec vous. C'est ça le nombre d'Avogadro. Et ce nombre-là, c'est la mole, ce qu'on appelle mole, c'est-à-dire 6,022, tout ça, fois 10, 123 molécules ou atomes qui font un poids correspondant au poids moléculaire ou au poids atomique. Bon, on continue, planche numéro 31. Une goutte d'eau, par exemple, contient 0,5 ml, contient environ 2 fois 10 exposant 21, donc 2 avec 21 zéros. Après, 2 fois 10 exposant 21 molécules, soit 0,003 mol.
Une goutte d'eau contient 0,003 mol. Le corps humain contient environ 7 fois 10 exposant 27, donc 7 avec 27 zéros après, donc 7 avec 27 zéros après d'atomes qui sont contenus dans le corps humain, soit près de 10 000 fois le nombre d'Avogadro. Si l'on comptait un atome par seconde, il faudrait 19 000 milliards d'années pour compter une mole d'atome. C'est-à-dire pour compter 6,03 fois 10 exposant 23 chaque seconde, ça vous prendrait 19 000 milliards d'années pour compter une mole d'atome. Bien plus que l'âge de l'univers qui est de 13,8 milliards d'années. Planche numéro 32. La vitaminose A peut conduire à une sécheresse étendue de la cornée, stade X2, à une ulcération de la cornée, stade X3B, à une perforation de la cornée, stade X3B, à une ulcération, c'était X3A, une kératomalacie cicatricielle, stade X4, une dépression des pigments visuels. On avait vu que les pigments visuels sont les pigments essentiels pour la vision. Quand la lumière percute les pigments visuels, il y a la vitamine A qui change de configuration, il se détache de l'opsine, et l'opsine maintenant excite la membrane cellulaire pour provoquer un potentiel d'action, c'est-à-dire le signal nerveux qui ira jusqu'au niveau de la rétine. C'est ça le rôle des pigments visuels dans la vision. Planche numéro 33. Mini-glossaire. Tache de Pitot. C'est une lésion oculaire qui apparaît comme une plaque blanche ou grisâtre sur la conjonctive de l'œil, souvent près du coin externe. Elle est généralement associée à une carence en vitamine A qui peut entraîner une xérophthalmie, une condition caractérisée par une sécheresse excessive de l'œil. On avait vu ça dans les stades la classification des stades dans la vitaminose A. Les taches de Pitot sont considérées comme un signe clinique de cette carence et peuvent être réversibles avec un traitement approprié par une supplémentation à vitamine A. Puisqu'elle est due à un manque de vitamine A, il suffit de donner la vitamine A. Mais à ce stade-là, la vitaminose est encore réversible sans conséquence parce que c'est le stade de début. Planche numéro 34. Xérophthalmie, c'est la sécheresse de l'œil due à une carence en vitamine A. Nyctalopie, c'est la cécité nocturne. Vestéralopie, c'est le terme moins courant pour décrire la difficulté à voir dans les conditions de faible luminosité. C'est toujours la nyctalopie, c'est un synonyme de nyctalopie. L'héméralopie, c'est le contraire, c'est la cécité diurne. La personne ne voit pas dans la journée. C'est par exemple quand on a une opacité de la cornée au niveau central ou bien du cristallin, du noyau du cristallin. Alors, quand la pupille se contracte pendant la faute lumineuse, alors on ne voit plus parce que l'opacité là empêche les histoires de passer dans l'œil pour être vues. Planche numéro 35. Glossaire suite. Xérose conjonctivale. Altération pathologique de la surface conjonctivale due à un manque de sécrétion lacrymale ou à une mauvaise qualité du film lacrymal entraînant un déchèchement anormal de cette membrane. Planche numéro 36. Xérose conjonctivale suisse. Cause possible de la xérose conjonctivale: sécheresse oculaire chronique, syndrome sèche, déficit en vitamine A très fréquent dans les pays en développement, inflammation chronique des yeux, exposition prolongée à des environnements secs, venteux ou pollués, par exemple quand il y a excès d'utilisation des climatiseurs qui assèchent l'atmosphère de la salle. Et puis l'autre cause possible, c'est la pathologie auto-immune affectant les glandes lacrymales, par exemple syndrome de Sjögren-Bogeron. Planche numéro 37. La xérose cornéenne, ça signifie une pathologie oculaire caractérisée par un dessèchement anormal de la surface de la cornée, souvent associée à une instabilité du film lacrymal pouvant entraîner des lésions épithéliales superficielles. Planche numéro 38. Xérose cornéenne 2. Cause fréquente, déficit en sécrétion lacrymale, syndrome sec, exposition prolongée aux écrans, environnement sec ou venteux, carence alimentaire en vitamine A notamment, affection auto-immune comme le syndrome de Sjögren-Bogeron, vieillissement, port prolongé des lentilles de contact. Les lentilles de contact ou bien verres de contact. Planche numéro 39. La kératomalacie ou kératomalacia, affection oculaire caractérisée par un ramollissement anormal de la cornée, la couche transparente à l'avant de l'œil, souvent suivie d'une ulcération ou d'une nécrose progressive. Elle est généralement liée à une carence sévère en vitamine A. On avait déjà parlé de ça. Planche numéro 40.
Kératomalacie ou kératomalacie à suite, cause principale de la kératomalacie, carence en vitamine A, souvent dans des contextes de malnutrition grave. Chez les enfants, dans les pays en développement, en cas de troubles digestifs empêchant l'absorption des vitamines liposolubles, comme dans la mucoviscidose, elle peut aussi survenir dans des pathologies systémiques graves ou après un traumatisme oculaire majeur. Planche numéro 41. Nous entrons maintenant, nous avons fini avec la vitamine A, nous entrons dans la vitamine C ou acide ascorbique. Son rôle, c'est un antioxydant puissant, il protège les yeux contre les dommages. Donc, planche numéro 41, il protège les yeux contre les dommages causés par les radicaux libres. On a plusieurs séances ici parler des radicaux libres. Elle réduit les risques de cataracte et de dégénérescence maculaire liés à l'âge DMLA. Elle protège les vaisseaux sanguins oculaires. Les sources de la vitamine C, les agrumes comme les oranges, les pamplemousses, et tout ça. Les poivrons rouges, les kiwis, choux-fleurs et graisses, fraises et brocolis. Planche numéro 42. On entre maintenant dans la vitamine E. Son rôle, c'est qu'il travaille avec la vitamine C comme antioxydant. Associée à d'autres antioxydants comme le zinc et la vitamine C, elle peut aider à prévenir ou à retarder la progression de la DMLA ou de dégénérescence maculaire liée à l'âge et facilite l'absorption de la vitamine A. Les sources de la vitamine E, par exemple les amandes, les avocats, les huiles végétales, le tournesol, maïs, les graines, par exemple les graines de tournesol, les épinards, les noix, les céréales complètes. Planche numéro 43, les vitamines B complexes. Les sources des vitamines B complexes, des vitamines B, légumineuses, les œufs, les viandes, les produits céréaliers complets, légumes verts. L'apport curatif recommandé, entre parenthèses, ça sera les apports vitaminiques recommandés, et entre crochets, ça sera les apports nutritionnels conseillés ou les valeurs nutritionnelles de référence. Donc, les apports curatifs seront un peu plus grands parce que là, c'est pour le traitement de la vitaminose, des carences, tandis que les apports nutritionnels, c'est le minimum qu'on doit apporter en un jour. Donc, planche 41, vitamine B1 thiamine. Apport nutritif recommandé, c'est 1,1 mg pour l'homme, 0,8 mg pour la femme. Pour les curatifs, c'est 25 à 100 mg par jour. Elle aide à la transmission des impulsions nerveuses et peut jouer un rôle dans la prévention de la cataracte. Les sources, c'est la levure de bière, les germes de blé, lentilles, porc maigre. Toujours les vitamines B complexes, on a de la vitamine B2, riboflavine. Les apports nutritionnels recommandés, c'est-à-dire le minimum qu'on doit prendre par jour dans les repas, c'est 1,3 mg pour l'homme, 1,1 mg pour les femmes. 15 à 25 mg par jour quand il s'agit de la vitaminose, quand il faut soigner un manque de vitamine B2, riboflavine. Elle est impliquée dans le métabolisme énergétique des cellules oculaires, en particulier oculaires. Elle protège aussi contre les stress oxydatifs et peut réduire le risque de cataracte. Les sources de vitamine B2, les produits laitiers, les yaourts, les œufs, les foies, céréales complètes, légumes verts. La vitamine B3, niacine. Dose recommandée, c'est 16 mg par jour pour les hommes, 14 mg pour les femmes. Quand il y a déficit, quand on doit soigner, par exemple dans les glaucomes et tout ça, on peut prescrire le vitamine B3 parce qu'elle aide aussi dans la baisse de la tension oculaire. Là, il faut prescrire 25 à 75 mg par jour. Peut aider à réduire la pression intraoculaire. Elle est utile pour les glaucomes. Plus de 500 mg par jour peut affecter le foie. Donc, il faut éviter de prendre trop de vitamine B3. Il y a même des documentations qui limitent l'usage de la vitamine B3 à 30 mg par jour parce qu'elle est toxique pour le foie, bien qu'elle soit utile. Les sources de la vitamine B3 niacine, il y a les viandes rouges, les poissons, les arachides et la levure. Planche numéro 45. Toujours la suite de la vitamine B complexe, c'est la vitamine B6 sous pyridoxine. Dose recommandée nutritionnelle minimale, c'est 1,3 à 2 mg selon l'âge et le sexe. Quand il y a carence, on peut donner 30 à 50 mg par jour. Impliqué dans la formation de la gaine de myéline autour des nerfs optiques. On a déjà vu l'importance des miels optiques, principalement dans le fonctionnement des nerfs, c'est pour accélérer la transmission de l'influx nerveux. Plus de 100 mg par jour peut provoquer des neuropathies. Les sources de la vitamine B6, banane, patate douce, poulet, épinards. Donc il faut éviter de prendre plus de 100 mg par jour de vitamine B6. Ou bien alors, à très court terme,
pas pendant trop longtemps, pas plus de mois, plus de 6 mois, là, on va tomber, au lieu de protéger les nerfs, on tombe maintenant dans la création des autres neuropathies. La vitamine B9 ou acide folique, ce qu'on donne chez les femmes enceintes. Dose recommandée minimale dans la nourriture, 400 microgrammes pour l'adulte. Pour les femmes en âge de procréation, la supplémentation est de 400 à 800 microgrammes par jour. Elle est recommandée pour prévenir les anomalies du tube neural pendant le développement de l'embryon. Elle est importante pour le développement du nerf optique chez les fœtus. Sources, les épinards, les asperges, légumineuses et jus d'orange. Planche numéro 46. La vitamine B12, cobalamine. Il y a des hydroxycobalamines, des cyanocobalamines, des cobalamines, tout ça. Et c'est ça, tout ça, ça forme la vitamine B12. Dose minimale à prendre par jour pendant le repas, 2,4 microgrammes pour l'adulte. En cas de pénurie, pour les traitements, on peut aller de 500 à 1000 microgrammes par jour. Elle est nécessaire pour le bon fonctionnement des nerfs, y compris ceux des yeux. Source, les poissons, les œufs, les produits laitiers et les... Pas dans les végétaux, elle n'est pas dans les végétaux, la vitamine B12. Si les végétariens courent un gros risque, il y en a beaucoup qui font des carences de vitamine B12 parce que la vitamine B12 est essentiellement de provenance animale. Elle n'est pas dans les végétaux. Donc quand on est végétarien, il faut faire un apport exogène de vitamine B12. Sinon, on tombe dans la dégénérescence. Il y a même un enfant qui mangeait que des macaronis, des spaghettis, des histoires comme ça. Il ne mangeait pas les repas complets là. Elle a développé une cécité par manque de vitamine B12 et d'autres aliments. Alors quand on lui a donné des vitamines B12 injectables, elle a récupéré la vision. C'était donc la cause principale de sa cécité, était le manque de vitamine B12. Donc c'est une vitamine qu'il ne faut pas manquer dans le corps. Et puis son autre rôle, c'est par exemple quand dans l'intoxication au cyanure. Vous savez que le cyanure c'est un poison très, très puissant et très violent. Alors, les gens qui sont intoxiqués au cyanure, on les soigne avec l'hydroxycobalamine. Parce que l'hydroxycobalamine n'est pas toxique. Tandis que le cyanocobalamine libère encore le cyanure. C'est le cyanure qui est dans la molécule de vitamine B12. Alors, quand il y a intoxication au cyanure, quand on donne la vitamine B12, il souffre d'hydroxycobalamine, le cyanure va entrer dans la vitamine B12, remplacer l'hydrogène qui est dans l'hydroxycobalamine. Il va se fixer là-bas. Il devient la vitamine B12 cyanocobalamine qui est facilement éliminée, ce qui permet de détoxiquer les personnes qui sont intoxiquées par le cyanure. Bon, l'association vitamine B6, B9 et B12 peut réduire le risque de DMLA en diminuant les niveaux d'homocystéine. Un acide aminé associé à des problèmes oculaires, l'homocystéine est un acide aminé associé à des problèmes oculaires. Les vitamines B6, B9 et B12 participent aussi à la santé du nerf optique. Planche numéro 47. On continue avec des vitamines B complexes. Planche 4. Pour la protection des yeux, ces vitamines sont souvent associées à la lutéine, qui est un antioxydant, et la zeaxanthine, qui est aussi un antioxydant. La lutéine est souvent retrouvée dans les œufs, dans les maïs, mais la zeaxanthine, surtout dans les maïs et les autres fruits jaunes. Donc, on associe, pour les problèmes des yeux, les 3 vitamines là qu'on a définies précédemment, avec le zinc, qui est aussi un antioxydant, avec la vitamine C, qui est aussi un antioxydant, et la vitamine E. Entre parenthèses, les doses auxquelles on associe ces vitamines-là dans les affections oculaires qui sont suspectées d'être dues à des avitaminoses de ces vitamines-là. Planche numéro 48, on entre dans la vitamine D, son rôle, la vitamine D. Bien que moins directement liée à la vision, elle peut jouer un rôle dans la prévention de certaines maladies oculaires comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge et les maladies inflammatoires de l'œil. Les sources de la vitamine D, exposition au soleil, poissons gras, jaune d'œuf, produits laitiers et évidemment des suppléments pharmaceutiques. Planche numéro 49, on a parlé des lutéines, de la zeaxanthine, on va parler de ça un peu en profondeur. Le rôle des lutéines et de la zeaxanthine. Elles ne sont pas des vitamines, mais des caroténoïdes, se concentrant dans la macula de l'œil et agissent comme des filtres de lumière bleue et les UV nocifs, et des antioxydants de la rétine. Elles aident à la prévenir la dégénérescence maculaire liée à l'âge et la cataracte. Elles amélioreraient l'acuité visuelle. Ce sont des pigments, des flavonoïdes, des caroténoïdes de couleur jaune. Et les couleurs jaunes absorbent les couleurs bleues. Or, nous savons que les couleurs bleues
c'est la couleur la plus dangereuse. Donc vert, bleu, ultraviolet et tout ça, ce sont des couleurs énergétiques qui ont beaucoup d'énergie et quand elles pénètrent dans l'œil, elles ont plus de facilité de détruire les pigments visuels et même les cellules qui contiennent ces pigments visuels-là pour générer la vision. Donc quand on utilise souvent la vision bleue, hein, c'est un risque pour développer la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et comme les caroténoïdes là, lutéine et xanthine, ont la couleur verte, jaune, et en même temps elles sont antioxydantes, elles absorbent l'excédent. Si vous voyez par exemple un objet de couleur jaune, c'est que c'est le jaune qui est réfléchi par cet objet-là. Les autres couleurs sont absorbées. Par exemple, le jaune, c'est le mélange de vert et de rouge. Quand vous voyez le jaune, ça dit que le bleu a été absorbé. C'est comme ça que ces pigments-là, comme ce sont des pigments jaunâtres, ils absorbent les rayons bleus qui est très dangereux pour le développement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge et les autres maladies de la rétine qui sont liées aux effets de la lumière. Donc les sources de lutéine et de la zeaxanthine, toujours planche 49, c'est les feuilles vertes, épinards, choux frisés, les œufs, les maïs et les brocolis. Planche numéro 50. Nous sommes dans les anthocyanes ou les anthocyanosides, la myrtille, qui sont dans la myrtille ou les bleuets. Ce sont des flavonoïdes antioxydants puissants qui donnent à la myrtille sa couleur bleue et caractéristique. Planche numéro 51. Elle protège la rétine, le cristallin et le vitré contre les stress oxydatifs, protégeant les cellules de l'œil contre les radicaux libres responsables du vieillissement prématuré. Elles améliorent aussi la microcirculation sanguine au niveau des yeux, ce qui favorise l'apport en nutriments essentiels à la rétine. Elles stabilisent la tension oculaire et préviennent certains troubles comme les glaucomes. Elles favorisent la synthèse de la rhodopsine et des photopsines, pigments essentiels à la vision nocturne et diurne. On avait déjà vu ça. Comment on s'est rendu compte de l'effet bénéfique des anthocyanosides et des anthocyanosides? Il y avait des militaires de guerre alors qui sont allés en guerre, et comme ils devaient combattre jusque la nuit, il y a un qui avait des problèmes de la vision nocturne. Il ne voyait pas bien la nuit. Il ne fallait pas bien la nuit. Alors, il s'est adressé, il est allé au marché. Il n'avait presque pas grand-chose à manger. Ce n'était pas pour soigner sa maladie, mais quand on est quelque part, quand on a faim, on part au marché, on prend quelque chose pour manger. Il a acheté des myrtilles et c'était la première fois dans sa vie de manger ces histoires-là. Il les a consommées. Après un certain temps, il commençait à voir mieux la nuit quand il pilotait. Et il s'est rendu compte que peut-être c'est l'effet de la myrtille. Il a consommé encore une autre fois, la chose s'était améliorée. Alors il a rapporté ça à ses médecins, son ophtalmologue, qui a découvert qu'effectivement la myrtille contenait les anthocyanosides et les anthocyanines qui améliorent la vision nocturne et qui protègent les yeux. C'est comme ça que depuis lors, on a incorporé ça dans les pratiques médicales comme supplément alimentaire pour les aliments des yeux. Planche numéro 52, source et teneur à milligrammes pour cent des flavonoïdes là, de la myrtille, dans chaque élément qui apporte les myrtilles, les anthocyanines et les anthocyanosides. Il y a premièrement les choux rouges qui contient, planche numéro 52. Les choux rouges qui contiennent 1111 à 1780 mg pour 100 g de matière sèche. Il y a le sureau noir qui contient 200 à 1000 milligrammes pour 100 g de sureau rouge. Il y a la rogne qui contient 200 à 1000. Les aubergines qui contiennent jusqu'à 750. C'est la peau qui a la valeur la plus élevée, la peau de l'aubergine. Donc, il ne faut pas jeter les peaux de l'aubergine, il faut les consommer parce que ça contient beaucoup des anthocyanines et des anthocyanosides. Comme chez nous, les myrtilles sont rares, on peut se contenter de la peau des peaux des aubergines pour s'assurer de la provision en anthocyanines et en anthocyanosides. Parce que je vois qu'ici, à Kinshasa, nous avons l'habitude de jeter la peau des aubergines. Or, c'est la partie presque la plus importante. Le cassis apporte 550 mg pour cent d'anthocyanosides et d'anthocyanines. Les myrtilles des marais n'apportent que 478. La cerise noire apporte 350 à 450. Les mûres apportent 82 à 300. Les myrtilles bleuées apportent 80 à 420. Les raisins noirs apportent 30 à 750. Le vin rouge apporte 24 à 35. Les fraises apportent 13 à 36. La framboise noire apporte 10 à 60. Le thé d'hibiscus
là, on n'a pas... Elle contient beaucoup de anthocyanines et des anthocyanes. Elle contient beaucoup, mais on n'a pas... La teneur n'est pas vraiment uniforme pour toutes les sources de thé hibiscus. Mais si vous avez ça disponible, elle peut apporter suffisamment d'anthocyanines et d'anthocyanes pour la protection des yeux et améliorer la vision nocturne et tout ça. Planche numéro 53, note terminologique. Anthocyane, c'est la forme à glycone sans sucre du pigment. Anthocyanoside, c'est la forme glycosylée, c'est-à-dire liée à un sucre, plus stable dans la plante. Dans le langage courant ou même scientifique, ces termes sont souvent utilisés de manière interchangeable. Un petit mot pour les substances, pour la glycosylation. La glycosylation, c'est quand le sucre, le glucose, se fixe à des substances nobles de l'organisme, comme les protéines, les acides aminés, les protéines, les acides nucléaires et les lipides, tout ça. Alors, c'est une réaction qui ne demande pas d'enzyme. C'est comme ça que dans la pratique médicale des laboratoires, on a instauré le système de mesurer, par exemple, l'hémoglobine a une durée de vie de 3 mois. On mesure la teneur de fixation des glycides, sur les hémoglobines. Alors, cette teneur donne, comme l'hémoglobine, le globule rouge a une durée de vie de 3 mois, ça nous donne une moyenne de l'imprégnation de sucre dans le sang. C'est ce qu'on appelle hémoglobine glyquée. Alors, il y a aussi les albumes glyqués, et comme j'ai dit, ça peut s'associer aussi aux acides nucléiques et les détruire. Bon, la partie qui suit demande beaucoup de temps. Je pense qu'on peut s'arrêter parce qu'il nous reste moins de 5 minutes. On peut s'arrêter là-bas. J'espère que le sujet a été utile et ça vous a plu. Et la prochaine fois, on va continuer par là où on s'est arrêté. Mais cette fois-ci, on va commencer à changer de sujet. On ne va pas parler chaque fois pendant 2, 3, 5 séances du même sujet. Comme aujourd'hui, on a parlé des vitamines, du cholestérol. Les fois passées, on a parlé des radicaux libres et des espèces oxygénées radicalaires et réactives. Et l'autre fois, on va parler des champs visuels. Maintenant, on va prendre le système pour ne pas trop fatiguer les gens, ennuyer les gens avec le même sujet. Aujourd'hui, comme on a parlé des vitamines, la prochaine fois, on va parler peut-être de la tension artérielle, les nouvelles méthodes que moi-même j'ai mises au point pour l'évaluation de la tension artérielle. Et la prochaine fois, on va parler ici de suite, on va toujours changer d'invité. Et quand on a fait la ronde, on continue là où on s'était arrêté avec les autres sujets. Là, je vous remercie d'avoir suivi et nous attendons toujours vos commentaires qui sont souvent nombreuses et qui nous encouragent et d'autres qui font des critiques. Les critiques, ça nous permet d'améliorer notre travail. Et nous vous demandons d'être toujours réguliers. Et si quelqu'un a aussi un sujet à présenter, nous sommes disposés à le recevoir. On peut lui céder le micro et il présente. Et nous aussi, nous avons besoin d'entendre les autres. Et c'est comme ça. Donc, on vous donne rendez-vous la prochaine fois pour d'autres sujets qui seront peut-être plus importants et plus intéressants. Ciao. RTVE, Radio